Le lendemain, je fus réveillé par le grondement sourd des trompes d'eau qui fouettaient la plaine. Autour de moi, les ténèbres régnaient encore. Il devait être très tôt. Pour autant, il me fut impossible de me rendormir. Je préférai donc passer mon uniforme et quitter la tente pour prendre la température du champ de bataille. L'aube ne tarda guère à poindre, et lorsque je pus distinguer enfin mes pieds, j'aperçus l'empereur qui désespérait sous le haut vent de la ferme du Caillou. Les cernes sous ses yeux témoignaient d'un sommeil qui avait dû être agité. En me voyant, il fulmina. « Pourvu que cette pluie cesse rapidement, elle pourrait à défaut compromettre le sort de l'Europe et le mien. » Ce ne sont pas quelques gouttes d'eau qui vaincront Napoléon, rassurai-je avec un sourire aimable. Méfiez-vous, Rattel. Souvenez-vous d'Azincourt. Vivant de nom vous aura bien instruit sur la bataille. Là-bas périt, embourbé jusqu'aux genoux, toute la fine fleur de la chevalerie française. Mais, sire, nous avons quelque chose que ceux d'Azincourt n'avaient pas. Allons bon. Nous avons une solide renommée, ainsi qu'un commandant inflexible, qui a repris la France à lui tout seul. Napoléon n'est qu'un petit soldat sur son cheval. Wellington et ses alliés, eux, ont les éléments avec eux. Ça va se relever. Ils ont aussi des réserves colossales, qui peuvent surgir à tout moment. Et qui nous craignent, nous vénèrent pour ce que nous avons accompli. Cela nous donne un avantage. De plus, à l'heure qu'il est, ils doivent être un peu moins. Le maréchal Grouchy aura sans doute anéanti les Prussiens de Blücher. Il ne répondit pas car mon optimisme ne le convainquit guère. J'avais moi-même conscience de ce faux. Je savais que la poudre et l'humidité ne faisaient pas bon ménage, que les canons et la boue n'étaient pas compatibles. Mais que pouvais-je faire sinon tenter de soigner son moral? L'abandonner à son cauchemar, lui qui m'avait tant fait rêver, proprement inenvisageable. Croyant à l'accalmie, il fit 2 pas en dehors de l'auvent et tendit les mains vers le ciel. L'averse redoubla d'intensité, ce qui le fit revenir en courant. Toujours pas. Bougonna-t-il. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faudrait attaquer. Le clairon aurait déjà dû retentir, et les corps d'armée se regrouper. Ah, si seulement je pouvais. Je suis presque sûr que j'en aurais fini avec les Anglais en milieu d'après-midi. Ils seraient libérés pour l'heure du thé qu'ils chérissent tant. À l'intérieur, une foule de maréchaux et d'officiers s'affairaient à préparer les hostilités. Lui tournait comme un fauve, le regard rivé sur les nuages. Dire que lorsque nous étions otages du désert égyptien, j'aurais tué pour une petite averse. Aujourd'hui, je tuerai pour que Ra me gratifie de l'un de ses modestes rayons. Quelle ironie. J'aurais peut-être dû rester là-bas, en fin de compte. Aujourd'hui, je serai sans doute l'empereur de tout l'Orient. Peut-être, mais la gloire aurait-elle été la même à régner là-bas et pas ici? Risquai-je. Il se frotta le menton. On n'a guère oublié Alexandre le Grand, Rattel. Certes, mais il était grec. Les Occidentaux ne réussissent pas en Orient, sire. Voyez Marc-Antoine, voyez Saint-Louis. Beaucoup ont connu là-bas des fins prématurées. Je ne crains pas les fins prématurées, annonça-t-il sur un ton glacial. Qui est l'homme qui ne voudrait pas être poignardé à la condition d'avoir été César un instant? Un aperçu de sa gloire dédommagerait bien largement d'une mort prématurée. Je ne suis trop qu'en penser, mais son allusion à la terre des pharaons fit rejaillir en moi une curiosité enfouie depuis son exil. Sire, puisque nous évoquons l'Égypte, lorsque nous étions à Saint-Dizier, à la veille de la bataille de l'année passée, vous vous êtes confié à moi à propos d'une étrange manifestation à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Quand les canons vous ont interrompu, vous disiez avoir percé le mystère de l'éternité. Oubliez cela. Ce ne fut rien de plus que les divagations d'un homme brisé. Brisé? Il le fut peut-être. Mais il n'aurait tiré aucun avantage. Aucune gloire supplémentaire à inventer des histoires. Celle de sa vie était déjà la plus incroyable de toutes. Quoi qu'il en soit, je ne réussis guère à le convaincre. Je crois simplement qu'il renonça à m'en parler de peur de ne pas être pris au sérieux. Le ridicule fut jamais sa seule crainte. Moi, j'en avais plein d'autres. Finalement, les premiers coups de feu sur la plaine de Waterloo furent échangés peu avant midi. Les Anglais avaient étiré leur dispositif sur la ligne de crête, au-dessus de 3 fermes qu'ils avaient pris soin de fortifier. Hougoumont sur la gauche, la Haie Sainte au centre et la Papelotte sur la droite. Napoléon ne s'en effraya guère et ragaillardi, fanfaronna auprès de qui voulait l'entendre que Wellington serait l'affaire d'un déjeuner, que le soir même, nous dormirions à Bruxelles avec la victoire pour maîtresse. À ses fins, il envoya son frère, Jérôme, à la conquête d'Hougoumont. Il envisageait un succès expéditif, mais l'ancien roi de Westphalie, par un manque criant d'expérience militaire, commit une suite d'erreurs qui altérèrent grandement nos chances. La première, et la plus grossière d'ailleurs,
fut de faire avancer l'infanterie sans avoir préalablement bombardé la cible et ses occupants allemands. Aussi, nos fantassins se heurtèrent à tout ce que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande comptait de plus rude dans ses rangs. Les Coldstream Guards et les Scott Guards, descendus en renfort de Mont-Saint-Jean avec leurs kilts noirs et leurs bonnets à poil. D'un côté comme de l'autre, les affrontements causèrent d'énormes pertes. Si la manière d'agir n'était pas celle prévue par l'empereur, le résultat, tout compte fait, le satisfit, car Wellington avait dégarni la ligne de crête de ses meilleurs éléments pour qu'il défende la ferme. Il déclencha donc une offensive colossale sur le centre. Vers 13 heures, le maréchal Ney déploya 80 canons et fit pilonner la butte à raison de plusieurs coups à la minute dans un raffut abominable. Les boulets qui s'envolèrent en direction de l'état-major anglais nous offrirent un spectacle grandiose et terrible. Ils étaient si nombreux à composer les saints, là-haut, que le ciel s'assombrit jusqu'à ce qu'ils retombent comme des grêlons sur la plaine de Belgique. Sire! Glapirent les officiers d'ordonnance. Nos bouches à feu s'avèrent totalement inefficaces. Au lieu de ricocher, les projectiles s'enfoncent dans la terre humide sans faire le moindre dégât. Dites à Drouet d'Erlon qu'il fasse mouvement sur le centre et la ferme de la Haie-Sainte. Progressivement, l'infanterie va suppléer les canons. S'ils ne servent à rien, ils restent dissuasifs et couvriront le premier corps du temps qu'ils se mettent en place. Il donna un coup d'œil à sa montre et ajouta: À l'heure qu'il est, Jérôme doit en avoir fini à Hougoumont. Son renfort depuis l'aile gauche ne devrait pas tarder. Les ordres de l'empereur furent appliqués à la lettre, et des effets positifs se dessinèrent rapidement sur le champ de bataille. La Haie-Sainte fut capturée, et en fin d'après-midi, le plateau de Mont-Saint-Jean fut menacé par Drouet d'Erlon. On vit alors la contre-offensive de la cavalerie lourde britannique qui s'élança dans la pente pour faucher nos hommes et desserrer les taux. L'œuvre de ces cuirassiers fut admirable, mais ils commirent l'erreur de s'aventurer trop bas dans la plaine. Ils vinrent apporter des canons de Ney, désormais utilisables car le terrain avait séché, et sans autre forme de procès, furent taillés en pièces. Nous prenions un avantage certain, poussant les coalisés dans leurs ultimes retranchements, quand tout à coup, le maréchal Ney lança une immense charge de cavalerie sur les positions ennemies. Hussards, lanciers, grenadiers furent près de 3000 à suivre son initiative. L'imbécile! Mais que fait-il? Grogna Napoléon en jetant tout son mépris dans sa lorgnette. Je n'ai rien ordonné de tel, alors pourquoi cette imprudence? Pourquoi maintenant? C'est trop tôt d'une heure, au moins. Il avait à cœur de faire oublier tout le zèle avec lequel il a servi Louis XVIII cet hiver. Expliqua Soult, alors chef d'état-major. Il m'a dit qu'il voulait prouver tout son attachement à votre majesté, en s'illustrant aujourd'hui au mépris du danger. Napoléon, qui restait avant tout un soldat, avait toujours été sensible aux démonstrations de courage. Il se radoucit et confia. Bon, reconnaissons tout de même que sa bravoure, à défaut d'être stupide et inutile, est absolument magnifique. Envoyez nos réserves de cavalerie pour appuyer son attaque. L'erreur est faite. Il est maintenant trop tard pour nous apitoyer dessus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est soutenir, en espérant que les conséquences seront moindres. Mais ce fut comme l'empereur le redoutait. Parvenus sur le plateau, les cavaliers français se heurtèrent aux carrés anglais qui firent feu de tout bois. Pour l'avoir pratiqué en Égypte face aux Mamelouks de Mourad Bey, je savais la formation inexpugnable. La quasi-totalité de nos chevaux furent abattus là-haut, et la monture du maréchal n'y fit pas exception. Par 4 fois, il lui fallut en changer pour repartir à l'assaut. Sur le champ de bataille, le brave des braves, complètement débraillé et la tête en sang, haranguait. Soldats, faites-moi l'honneur de me suivre encore. Venez donc voir comment meurt un maréchal de France. Il eût mérité de périr en Belgique. La légende n'en eût été que plus belle. Mais le destin, hélas, lui prévoyait un sort plus cruel, et des 13 charges qu'il mena à la journée de Waterloo, il revint avec de simples égratignures. Lui vivant, les erreurs devaient se multiplier. Sire, Et la Soult. l'infanterie du 2e corps s'ébranle en direction de Mont-Saint-Jean. Le 2e corps! Celui de Ney! Encore! La nouvelle était catastrophique car les charges successives du maréchal n'avaient pu détruire l'artillerie anglaise. Nos fantassins, qui pensaient alors le contraire, gravirent le talus et les brutaux de Wellington les transformèrent en charpies. L'empereur, du haut de son destrier, froissa sa carte et la jeta au loin avec sa longue vue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est aussi confus? Pourquoi anticipez-vous tous mes ordres? Nous allons finir par perdre si nous ne sommes pas mieux coordonnés. Et si je suis renversé, vos privilèges, qui ne valent que par moi, vous seront retirés. Est-ce là ce que vous voulez tous? Il devait cependant être promptement réconforté. Sire! Une armée s'avance derrière les collines à l'est. Brailla un éclaireur sur son cheval. Elle nous vient d'au-delà du bois de Paris. C'est Grouchy! Jubila Napoléon.
C'est Grouchy, avec 30 000 lames. Il nous apporte la victoire. Ils vont nettoyer le plateau d'un tournement. Félicitations, sire. Vous avez déjoué une énième coalition. Quel coup de tonnerre dans les cours européennes. La vision des membres de l'état-major se congratulant me rendit euphorique. Cette victoire signifiait tellement plus que toutes les autres. Elle nous assurait la pérennité de l'Empire et la survie des principes de la Révolution. Elle renvoyait les Anglais sur leurs hideux cailloux, et surtout Louis XVIII à ses pantoufles. Nous avions combattu 20 ans dans l'espoir d'une victoire aussi retentissante. Elle était enfin venue. Tout était bien. Mais sur la colline, ce ne furent pas les uniformes de la liberté qui se profilèrent. Ce furent ceux noirs des Prussiens que nous croyions anéantis. À leur tête se tenait une vieille connaissance, le feld-maréchal Blücher, sabre au clair. Alors le sourire sur le visage de l'empereur se crispa, et il resta à bras ballants, à errer au milieu du champ de bataille. Les balles continuèrent à siffler tout autour de lui, mais il n'en fit plus aucun cas. Il ne fit plus aucun cas non plus des officiers qui se pressaient autour de lui pour lui arracher des ordres à même de sauver la situation. Cette fois, le génie de Napoléon s'était tari. Il n'avait plus aucun tour de magie dans sa besace, plus aucun recours. La superbe stature que je lui avais toujours connue s'était rabougrie sous sa capote. Celle-ci me parut dès lors beaucoup trop grande pour lui, et à mesure qu'il réalisait que tout était perdu, sa tête s'enfonçait entre ses épaules. Ce fut comme si une chape de plomb lui était tombée dessus. Il me sembla même que les deux cornes de son chapeau s'abaissèrent, comme s'abaissent les oreilles d'un chien craintif. Sur la plaine, les airs de cornemuse qui avaient cessé depuis l'heure du thé reprirent de plus belle, sonnant le glas de notre grandiose Odyssée. Grouchy, les Prussiens. Quand il eut retrouvé ses esprits, il tint à ce qu'un corps d'armée fasse barrage à l'est du champ de bataille. Il voulait éviter à tout prix d'être encerclé et voir la route du repli lui être coupée. Les hommes du comte de Lobau, à la hauteur de Plancenoit, s'exécutèrent en résistant du mieux qu'ils purent, et durant ce laps de temps, Napoléon fit donner la vieille garde. Ai-je bien entendu, sire? La vieille garde? Ce sont nos dernières forces, oui. Mais elles sont efficaces à un point tel que je les crois capables d'en finir avec les Anglais avant que Blücher ne parvienne à enfoncer Lobau. Quand ce sera chose faite tous, nous pourrons nous tourner vers Plancenoit et envoyer le feld-maréchal à la retraite. Le ton déterminé qu'il employa me rassura. J'espérais simplement qu'il ne s'agissait pas d'un ultime coup de bluff destiné à sauver la seule chose qui pouvait encore l'être, à sauver notre honneur. Il se murmure que, ne sachant plus à quel saint se vouer lorsqu'il aperçut les plumets rouges des grenadiers, ce cher duc de Wellington se serait exclamé « Donnez-moi Blücher ou donnez-moi la nuit !» Sa frayeur, et celle de tout son camp, contrasta nettement avec l'entrain que recouvrèrent nos hommes au son des chants de la garde. Ney et Jérôme Bonaparte la rallièrent, puis ils gravirent ensemble le relief menant aux positions des régiments anglo-néerlandais. Cette fois, c'est le coup de grâce. Son enthousiasme fut prématuré. On leur opposa là-haut une résistance farouche, l'énergie du désespoir. Ils donnèrent de la baïonnette car les grognards, selon l'adage, ne se battaient qu'à la baïonnette et leurs efforts ne furent guère récompensés. Dans un équilibre précaire au bord du talus, ils firent des cibles faciles pour les derniers fusiliers britanniques. À tel point que l'impensable se produisit, stupéfiant tous les belligérants. Sur le coup des 20 heures, la garde se mit à reculer. Un vent de panique souffla alors sur la plaine et tout s'arrêta. Ceux des nôtres qui croyaient encore en le triomphe lâchèrent leurs armes et prirent leurs jambes à leur cou. Les artilleurs abandonnèrent leurs canons et les chevaux qui se tenaient encore sur leurs quatre pattes galopèrent à bride abattue vers le soleil couchant. Bientôt, les régiments de Wellington dévalèrent du plateau pour terminer le travail et éliminer les fuyards qui le séparaient de l'empereur. Consterné par la tragédie, Napoléon aboya à ceux de ses grenadiers qui l'entouraient encore. Soldats, formez le carré! Autrefois, le carré se formait en Égypte autour des ânes et des savants. Aujourd'hui, c'est l'empereur qu'il gardait. Et notre ennemi était bien plus incisif, bien plus déterminé qu'une horde de Mamelouks. Sire, permettez qu'avec ce qu'il reste de la vieille garde, nous couvrions votre retraite vers Quatre-Bras. Suggéra Cambronne qui nous commandait. Il acquiesça. Bobard et moi mîmes pour la dernière fois nos canons à disposition des artilleurs et restâmes pour retenir les vagues rouges qui fondaient sur nous. Je pris alors sa main dans la mienne, lui adressai un dernier sourire, et ce fut le choc. Nous essuyâmes plusieurs charges de cavalerie, des bombardements, des tirs de fusil, mais aucun de ces périls ne nous fit flancher. Tant et si bien que les dignitaires anglais, admiratifs, en vinrent à négocier. French soldiers, you struggled with bravery and honor, but now you're defeated. It's time to lay down your arms. Cambronne serra le poing en signe de défi. Vive l'empereur! La garde meurt mais ne se rend pas! L'officier britannique leva les yeux au ciel et réitéra son invitation. Please, sir, surrender. Final warning.
sans même feindre de réfléchir. Cambronne leva son sabre et s'écria « Merde! Soldats de la vieille garde! Avec moi !» Un nuage de fumée, consécutif au tir d'un régiment tout entier, nous enveloppa. Les doigts du borgne se crispèrent sur les miens, puis relâchèrent doucement leur étreinte.